suis directeur de recherche au CNRS, je suis sociologue et je travaille dans une unité de recherche qui se trouve à Rennes et qui s'intitule Arène, mais au sens des arènes politiques, des arènes médiatiques. Et je travaille sur l'action publique, sur les politiques de la famille, de l'enfance, de façon générale. Alors, quel regard portez-vous sur la société au titre de la condition parentale ? Alors j'aime bien cette idée de condition parentale parce que c'est une façon d'expliciter au fond qu'on n'est pas parent nécessairement de la même manière selon les contraintes auxquelles on fait face. Donc il y a une condition parentale comme il y a une condition sociale, les horaires de travail, de manière générale la vie au travail impacte énormément sur le travail parental. La plupart des parents savent bien que pour être parent, il faut du temps et souvent d'ailleurs ils ont conscience qu'ils n'en ont pas assez, précisément parce que cette condition au travail et cette condition parentale sont obligées de s'articuler. On est soumis au fond à des contraintes avec lesquelles on compose. Alors ce qui est intéressant, c'est que la société contemporaine a de ce point de vue pas mal évolué. J'ai envie de dire que c'est tout à fait naturel qu'on ne soit pas les mêmes parents aujourd'hui qu'hier, parce que le monde dans lequel on est parent, aujourd'hui, n'est pas le monde d'hier, ne serait-ce qu'en se penchant sur une génération en arrière. La génération de mes parents n'ont pas eu les mêmes contraintes, et ils en avaient d'autres, en revanche, que celles que j'ai eues, et probablement mon fils en aura d'autres que je ne connaîtrai probablement jamais, et qui seront sa condition parentale. Quels sont les impacts de l'évolution de la société sur la condition parentale ? Alors on a commencé à parler un peu de ces impacts des évolutions de la société. J'ai envie de dire que ce qui a le plus peut-être impacté la condition parentale, c'est l'évolution du monde du travail. Les horaires de travail sont à mon avis une des variables qui compte beaucoup. Et bien entendu le développement des horaires atypiques, pour ne prendre qu'un seul exemple, qui seront peut-être demain des horaires typiques. Bouscule énormément la charge que représente le travail parental. Le fait de travailler très tôt le matin ou très tard le soir, mais plus encore que le travail posté qu'on connaît depuis la société industrielle, c'est l'imprévisibilité des horaires de travail qui bouscule beaucoup le travail parental. Or, ça, c'est un phénomène qui a beaucoup gagné. Et l'autre élément toujours lié au travail, c'est évidemment la précarité de l'emploi. La précarité de l'emploi bouscule beaucoup de ménages et a des conséquences sur le travail que les parents réalisent. Non seulement pour des raisons économiques, mais pour des raisons, encore une fois, de temporalité. Alors, justement, toutes les catégories sociales sont-elles touchées, justement ? Oui, bien entendu, toutes les catégories sociales sont touchées. D'abord, le travail parental n'est pas réservé à des catégories sociales. Le travail parental concerne toutes les couches de la société et précisément parce que toutes les couches ne sont pas aujourd'hui dans des mêmes conditions sur le marché du travail, il est clair que nous avons à soutenir peut-être davantage certains ménages, précisément à cause de cette condition socio-économique et condition d'emploi. Donc je crois qu'on peut dire que c'est une préoccupation totalement partagée, mais qui a d'énormes variations, et qui ne sont pas seulement d'ailleurs des variations sociales au sens du travail qu'on exerce, mais des variations de genre. On le sait, les femmes qui aujourd'hui travaillent et sont sur des emplois salariés ou pas, elles sont actives et occupées, a énormément bousculé cette condition parentale. Peut-être aurais-je dû d'ailleurs commencer par ça. Quand on pense à la génération de mes parents après-guerre, la configuration ordinaire, c'était d'avoir un monsieur gagne-pain et une madame au foyer. Et évidemment, vous comprenez bien que le travail parental, dans ces conditions, était aussi un travail divisé. À lui, le travail salarié ou le travail de production, à elle, le travail non salarié, le travail non rémunéré, le travail domestique et le travail de soins des enfants. On n'est plus du tout dans cette configuration. Comment parler aujourd'hui de la condition parentale sans commencer par dire que les femmes qui travaillent dans la plupart des ménages, où on a de plus en plus de ménages biactifs, bousculent totalement
les lignes de ce qu'on appelle la condition des parents. Les parents sont souvent pointés du doigt comme responsables des problèmes sociaux. Qu'en pensez-vous ? Alors je crois qu'on est vraiment dans un moment historique important, précisément parce qu'on assiste à une montée en charge de cette thématique de la responsabilité des parents. Et bien entendu, quand on en parle, c'est souvent pour dire qu'ils ne font pas correctement le travail, hein, qu'ils ne font pas le boulot, qu'ils ne s'occupent pas comme il conviendrait de leurs propres enfants. Et un des arguments est bien entendu que cette mauvaise socialisation primaire que réalisent les parents a des conséquences sur les enfants qu'ils ont élevés. S'ils sont mal élevés, pour dire les choses de façon un peu abrupte, s'ils sont mal léchés, comme on dit aussi des ours, ces enfants sont des enfants source de difficultés. Ils auront des comportements qui seront inappropriés, ils auront des performances scolaires qu'on jugera insuffisantes, ils auront des problèmes de santé, ils auront des pratiques, que ce soit le tabagisme, l'alcoolisme ou que sais-je encore. Donc on a là une espèce de tendance très claire à rendre les parents responsables de cette mauvaise socialisation. Or, ce que j'en pense, c'est que non, les enfants ne sont pas élevés que par leurs parents. Les enfants sont au fond une responsabilité collective. Et il serait injuste de faire une défausse de cette responsabilité générationnelle. Nous sommes une génération d'adultes en charge d'une génération d'enfants, et c'est bien à cette échelle que les problèmes se posent. Or, on ne peut pas résoudre le problème en disant il faut que les parents assument mieux leur rôle et nous n'aurons pas de dépenses publiques dans le futur, par exemple. Je pense qu'il y a à partager cette tâche de socialisation. Les parents travaillent avec l'école, à l'éducation, comme on dit, des enfants. Les enfants grandissent les uns à côté des autres. Une classe d'âge, au fond, aussi se socialise mutuellement. On voit bien que très vite, on tisse un tissu de socialisation complexe dans lequel les parents sont une composante majeure, importante, mais loin s'en faut, pas unique. Justement, je vais insister dessus. La société, l'État ne sont-ils pas responsables des difficultés rencontrées, justement ? Alors, je ne sais pas si on peut dire que la société et l'État soient responsables des difficultés rencontrées, puisque nous avons tous, au fond, une co-responsabilité dans le monde que nous faisons. Nous avons une capacité à essayer de corriger le tir quand on pense, par exemple, que le temps parental n'est pas suffisant. Alors, ça signifie que nous avons à collectivement, politiquement et sociétalement, c'est vrai, modifier ce qu'on appelle la pression des horaires au travail. Est-ce qu'il est plus important d'avoir des agents productifs qui n'auraient aucune espèce de responsabilité autre que de travailler? On le sait bien, ça n'est pas vrai. Tous ceux qui ont des compétences en ressources humaines disent que le bien-être au travail, aujourd'hui, par exemple, une espèce de mot-clé, c'est-à-dire si on a des personnes épuisées au travail, ils ne produisent pas bien et les conséquences pour ceux qui sont chargés de cette production peuvent être majeures. Donc voilà, je ne crois pas qu'on puisse simplement se débarrasser de l'équation en disant ce sont soit les parents, soit la société. C'est pour ça que j'aime bien l'idée d'une génération qui est en train de faire le travail parental, qui a une responsabilité collective. Alors ça ne signifie pas que je ne crois pas à l'importance de ce que les pouvoirs publics doivent faire, parce que je crois que les pouvoirs publics peuvent épauler, et c'est le but des politiques de soutien à la parentalité, peuvent épauler les parents pour qu'ils réalisent dans les moins mauvaises conditions possibles un travail dont ils ont conscience qu'il est important. Les parents ne sont pas des irresponsables. Les parents peuvent être inquiets, les parents peuvent être surchargés, les parents peuvent avoir la conscience qu'ils ne font pas correctement ou idéalement le travail, mais en tous les cas, ils essaient de faire de leur mieux. Et les pouvoirs publics ont une capacité de baisser la pression des contraintes dans un certain nombre de cas. Dans le monde de l'emploi, dans le monde du travail, dans les relations entre les parents et l'école, beaucoup de secteurs, au fond, sont co-responsables de cette fabrique de la génération qui est déjà au monde et qui va avoir elle-même à faire face à la suite de cette histoire. Alors, les parents expriment des difficultés à tenir leur rôle.
Quelles préconisations faites-vous pour améliorer justement la condition parentale? Alors, on voit beaucoup de travaux aujourd'hui qui réfléchissent à cette équation que représente le travail éducatif et de soins des enfants. On a beaucoup de travaux, on a beaucoup de conseillers et j'ai envie de dire nous sommes envahis d'experts. J'en fais partie, donc je fais profil bas, mais je sais qu'on ne manque pas d'experts pour nous dire ce qu'il faut faire. Les parents en sont même saturés. La saturation des experts qui disent aux parents ce qu'ils doivent faire est totale. Peut-être n'avons-nous jamais été autant saturés. Ça n'est pas nouveau. Depuis le docteur Knock autrefois, Brazelton, il y a des manuels sur le sujet depuis fort longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer? Alors, j'ai essayé de le dire en évoquant cette question du temps. Intervenir sur le temps parental est une façon d'agir. La demande des parents, il faudrait décliner selon les âges de l'enfant, est une demande de service. Ils ont besoin de rendre compatible, et je n'ose pas dire conciliable, parce que ce serait déjà une victoire si ça l'était, mais compatible, une responsabilité d'emploi et une responsabilité de charge d'enfant. Donc cette attente de service est très grande et je pense que nous avons encore beaucoup de possibilités d'améliorer ce qui est offert. Quand on se compare avec d'autres pays, nous sommes un pays qui a beaucoup investi sur cet accueil de la petite enfance et il est incontestable que nous ne sommes pas un pays démuni de ce point de vue. On a beaucoup entrepris. Mais il y a encore des pas de progression. Et la plupart des comparaisons nous montrent que, par exemple, la valorisation du travail parental sous la forme des congés parentaux est très inférieure à ce qui pourrait être espéré. Par exemple, on rémunère mal les congés parentaux en France et il n'est pas loin le temps où nous serons peut-être un des derniers pays dans le classement européen sur le taux de remplacement du salaire quand on reçoit un congé parental. Donc vous voyez qu'on a là toutes sortes d'améliorations possibles qui montrent que c'est bien cela qu'on essaye de rendre compatible. Que faut-il faire pour qu'il y ait une fluidité dans ce qu'est le travail parental et cette responsabilité très attendue de la part de tous les adultes qui est d'être au travail, d'être productif ou d'être dans la production par son emploi. Je ne me rappelle plus ce qu'était la question, cela dit. Les parents expriment des difficultés à tourner leur rôle. Oui. Quelles préconisations faites-vous pour améliorer la condition des parents? Alors, il faut peut-être qu'on la retourne, parce que là, vous me posez une question précise qui est en termes de préconisation. Ouais. Après, ma dernière question, c'est dans quelles conditions doit-on mettre en œuvre une politique de soutien à la parentalité? D'accord. Alors, s'il faut évoquer les préconisations pour soutenir les parents, je crois qu'il y a, on a toute une série de choix qui sont devant nous, compte tenu de ce qui se passe à l'échelle internationale. Nous ne sommes pas le seul pays au monde à avoir du soutien à la parentalité. Il y a maintenant même, on pourrait dire, une sorte de vogue en la matière. Toujours un peu guidé par l'idée qu'il faut faire en sorte que cette socialisation soit la plus optimum possible pour éviter éventuellement des coûts sociaux et économiques et financiers dans le futur. Je reviens donc à cette idée d'investissement social, investir dans l'enfant maintenant pour éviter des difficultés qui auront des conséquences en termes de coûts publics demain. On peut d'ailleurs aussi lire autrement cet investissement, en disant cet investissement doit servir à améliorer le bien-être ou bien à épanouir l'enfant. Ce qui n'est pas éviter des dépenses, mais ce qui s'évalue en termes de qualité de vie. Bon. Donc dans ces préconisations, moi je dirais il faut peut-être éviter un arbitrage qui aujourd'hui est présent à l'échelle internationale entre ce qu'on appelle les programmes d'intervention en direction des parents sur les comportements parentaux. C'est-à-dire des programmes d'intervention qui sont souvent fondés sur des preuves, qui sont un peu comme des traitements, comme
proportion gardée comme ce qu'on pourrait appeler un traitement médicamenteux. Vous avez une cible, vous appliquez un traitement, vous obtenez le résultat ou vous ne l'obtenez pas, ou vous l'obtenez partiellement. Mais si vous avez montré que vous obtenez ce résultat, alors on pourrait dire on a la preuve qu'on peut modifier un comportement qu'on pense être délétère et de mauvaise qualité. Néanmoins, cette vision d'abord a un coût très, très élevé. Ces programmes ont des copyrights, ces programmes sont sur un marché, un vrai marché, un marché qui fait qu'ils sont à vendre et ils sont donc à acheter. On ne pourra pas tout faire si on prétend qu'on interviendra seulement sur les comportements parentaux. Donc ma conception et ma préconisation serait de dire il vaut mieux avoir une approche collective que comportementale, ou en tous les cas, avoir une approche, si elle est aussi comportementale, aussi collective. Donc en bon normand, je dirais, ne mettons surtout pas nos œufs dans le même panier. Or, la rareté des ressources font que à peu près, je ne sais pas, 1 000 € par individu sur lequel on interviendrait, comptez 1 000 € par enfant par exemple pour l'application d'un programme, vous voyez très vite que c'est un investissement massif, majeur, de très grande ampleur, qui peut confisquer une ressource pour d'autres formes d'intervention qui sont moins comportementales et qui sont plus collectives et sociétales. Donc veillons à équilibrer nos investissements pour que le soutien à la parentalité soit un soutien non strictement individualisé. On peut le faire, mais il faut garder raison et savoir que l'arbitrage de cette mobilisation des ressources ne doit pas déséquilibrer ce que les parents attendent, espèrent, et pour beaucoup, je l'ai évoqué, ces services sont une composante très importante de ce qu'il faut développer. Donc, pour conclure, dans quelles conditions doit-on mettre en œuvre une politique de soutien à la parentalité ? Les conditions dans lesquelles on doit mettre en œuvre une politique de soutien à la parentalité, c'est au fond un équilibre en pleine conscience de ce que sont à la fois les attentes des parents, le fait que beaucoup d'entre eux trouvent des conseils et des ressources dans leur environnement immédiat et que, à différents moments de cette trajectoire parentale, nous avons des interlocuteurs qui sont pour nous des ressources vers lesquelles on se tourne. Ses proches, ses propres parents, bien souvent au départ, ses amis, son cercle, puis le médecin généraliste, très tôt d'ailleurs, je dis puis, non, presque en même temps. Hein, quand l'enfant est tout petit, il va de soi que si on a des questions, on sait les adresser au médecin généraliste. Et puis on va étendre progressivement comme ça ce périmètre de nos ressources. Et on a au fil de cette trajectoire des moments sur lesquels on est demandeur parce qu'on est démuni, parce qu'on est dérouté, parce qu'on a l'impression de ne pas avoir ces ressources autour de soi et en soi pour faire face à des difficultés ou à des arbitrages. Alors il faut trouver une offre pour structurer des réponses à l'égard de ces moments qui sont emblématiques de moments de tension. L'enfant tout petit crée un certain nombre de ces moments de tension. On n'est pas avec le deuxième enfant comme avec le premier parce qu'on est rassuré par l'expérience qu'on a acquise. Être parent, c'est un apprentissage d'essais et d'erreurs. Et au terme de l'aventure, on sait qu'on aurait pu faire mieux, mais on a fait de son mieux. Donc il faut garder en tête qu'il y a des moments un peu de tension, de difficulté. L'adolescence est incontestablement un moment où les parents n'hésitent pas à dire qu'ils se sentent un peu les bras ballants, un peu démunis, un peu incapables de résoudre une équation d'une grande complexité, incontestablement. Alors, ils vont chercher à la fois des conseils, on peut leur en donner, mais ils veulent aussi expérimenter. Et je crois que ça, c'est peut-être une chose que nous devrions garder en tête. Être parent, c'est quand même en partie une improvisation. C'est quand même en partie une improvisation. Et on ne peut pas croire, ou je ne crois pas pour ma part, qu'on puisse en faire une espèce de guide de bonne pratique stricto sensu. Être parent, ça n'est pas avoir une petite voix qui vous dit en telle circonstance, il suffit de faire ceci ou cela. Nous ne sommes pas des robots et nous improvisons. Et nous pouvons d'ailleurs nous tromper. Et nous pouvons d'ailleurs dire
que l'on s'est trompé, y compris à son propre enfant. Et cette spontanéité du travail parental, évidemment, est très précieuse, parce que c'est ce qu'on appelle la communication entre les êtres. Si on perd ça sous couvert d'une technicisation, de compétences apprises, de guides de pratique, etc., on peut tuer l'improvisation. Or, l'improvisation, c'est la vie. Et donc, il faut, vous voyez, faire ce compromis entre, j'ai envie de dire, les essais-erreurs que font tous les parents, ce rôle qu'on apprend en marchant, cette improvisation qui, de temps en temps, nous conduit dans le mur et où on doit avoir des ressources autour de nous pour nous dire « Attention, là, tu commets un certain nombre d'erreurs et il me semble que… » etc. Je crois qu'il faut laisser cet espace à la demande parentale au moment où elle se manifeste. Et à ce moment-là, en effet, avoir un tissu très vivant, social. Le pire pour un parent est d'être isolé avec un guide qu'on apprend comme ça. S'il n'a pas ces ressources que sont comme les fourmis ont des antennes qu'elles se touchent pour se communiquer quelque chose, les humains sont des êtres sociaux qui apprenons mutuellement. Et de génération en génération, ça bouge. Et ce que faisaient nos parents sont des erreurs qu'on ne voudrait pas reproduire. Et en même temps, on sait qu'on va en reproduire une bonne partie. Vous voyez, ce compromis, je pense que c'est ça la richesse du travail parental. Tu veux que je reclape? Ouais, Merci. Alors, les parents sont souvent pointés du doigt comme responsables des problèmes sociaux. Qu'en pensez-vous? La responsabilité des parents est souvent assortie de l'idée que certains d'entre eux ont plus d'incapacité au fond ou ont des compétences insuffisantes pour exercer leur travail parental. Et bien entendu, et ça depuis fort longtemps, au moins depuis le 18e, le 19e et tout le 20e, il y a un lien entre compétences parentales et milieux sociaux et classes populaires, et bien entendu avec une norme dominante qui correspond plutôt à l'éthos des couches moyennes éduquées ou des couches supérieures de la population. Les bonnes familles sont dans ces couches sociales, les familles à problème sont dans les milieux populaires. Alors, je crois qu'on peut dire que l'expérience nous montre que tous les parents ont, avec des degrés et des contraintes tout à fait diverses, à peu près des préoccupations partagées. Et les représentations que l'on se fait du travail parental et des rôles des sexes, parce qu'il faut bien dire les choses comme elles sont. Les parents, ce sont des mères, ce sont des pères, et ça n'est pas la même chose selon les cultures, selon les milieux sociaux. Cette division des rôles des sexes n'est pas égalitaire, elle est souvent en effet organisée de façon variable selon les trajectoires migratoires, selon les cultures d'origine, selon les orientations religieuses, selon les milieux sociaux, les milieux socio-économiques, les cultures de classe, etc. Donc je crois que c'est très important de conserver en tête cette variabilité et ne pas ériger un modèle de classe qu'on appliquerait à un autre modèle de classe. Donc c'est peut-être la façon que j'aurais de répondre à cette concentration des problèmes sociaux dans certaines couches sociales. La vérité est beaucoup plus compliquée que cela. Il y a aussi des problèmes sociaux générés par des conduites parentales de classe moyenne éduquée ou de classe supérieure de la société. Elles ne sont pas dans les mêmes proportions, ni dans les mêmes visibilités. D'où l'intérêt de viser tous les parents et d'avoir une conscience des disparités. La conscience des disparités nous rend modestes. Elle nous permet de comprendre que selon le sexe, selon les générations, selon les milieux sociaux, selon les trajectoires migratoires, selon les cultures héritées de ces racines, nous n'avons pas les mêmes visions, les mêmes normes, et il convient de dialoguer sur cette disparité pour éviter la domination brutale d'un modèle sur un autre ou l'incompréhension totale de ce qui a fait
au fond, notre socialisation d'origine. Voilà comment je répondrai à cette question. Je vais rebondir sur la société. L'État ne sont-ils pas responsables justement des difficultés rencontrées? On gagne beaucoup à collectiviser les questions de travail parental. On gagne beaucoup à mettre ça en regard des responsabilités assumées par les pouvoirs publics. Et bien entendu, quand les pouvoirs publics se préoccupent de la condition parentale, ils cherchent à améliorer les conditions dans lesquelles les parents exercent leur rôle. Ils ne cherchent pas nécessairement à punir les mauvais parents. Ils cherchent à rendre plus souple, plus flexible, plus aisé ou moins difficile, ce qui est de toute façon un travail complexe et difficile. Donc la responsabilité collective est très grande et il ne faut pas se débarrasser des problèmes en la matière en disant que c'est la seule faillite d'un comportement parental ou d'un individu ou d'un ménage. Les choses sont vraiment beaucoup plus compliquées que ça et en même temps notre ambition doit être à la mesure de cette dimension collective. Donc oui, il y a une responsabilité sociétale du travail parental. C'est fini. Merci beaucoup.